C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui pour une entreprise de recruter en fait des talents dans le domaine de l'IT, parce que vous avez des idées très préconçues côté RH, il est vrai, sur il faut avoir telle compétence, il faut avoir tel diplôme, etc. etc., etc. C'est bien pour ça que je pense que chez Accor ça doit être la même chose, mais on ne peut pas en fait recruter sans avoir l'opérationnel qui lui va mieux juger la compétence technologique et finalement de quoi est capable le candidat. Est-ce qu'il va me faire rêver en entretien? Est-ce qu'il va me parler de ses réalisations personnelles? Comment il voit la chose? Comment il voit un produit? Comment il se projette en fait dans son épanouissement personnel et justement dans la mise en musique de ses compétences. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va aller chercher. Quand Google ou d'autres entreprises vont aller chercher des profils atypiques, c'est parce qu'on veut aller chercher des profils créatifs. On veut avoir des personnes qui finalement, oui, sont peut-être issues de grandes écoles, mais qui ont ce petit grain de folie qui, quelque part, va permettre à l'entreprise de prendre des risques. Ça va payer, ça va pas payer, peu importe. Mais au moins, c'est sortir des sentiers battus pour avoir justement cet aspect différenciant sur un marché. Et c'est vraiment important. Et je constate, pas plus tard que ce week-end, que de plus en plus d'entreprises, en fait, vont aller chercher ces profils atypiques. Parce que comment dire, le système aujourd'hui nourrit le marché de clones. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour une entreprise. Au bout d'un moment, on a tous des personnes sorties de l'IX, de l'ENA, etc., etc. Très bien, mais en matière d'opérationnel, c'est justement celui qui va avoir une vision du monde un peu différente. Et ça, c'est en entretien que ça se passe aujourd'hui. Entre l'opérationnel et le candidat. C'est comment tu as fait, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment tu vois les choses. Donc on va approfondir en fait cette relation. Et c'est là où le facteur humain aujourd'hui prend ses lettres de noblesse. Frédéric. En fait, je vais répondre à la fois à la remarque et à la question. C'est vrai que dans les ressources humaines, on parle beaucoup de l'humain. J'en vois qui disent je fais RH parce que j'aime l'humain. Il m'a fallu pas mal de temps pour me rendre compte qu'en fait, en tant que RH, j'ai été formé à plein de choses sauf à l'humain en fait. On est formé à mettre en place des processus. On a vu le processus de recrutement, processus d'intégration, processus de politique salariale, processus d'entretien annuel et autres. Par contre, on n'est pas formé sur l'humain. Quand je dis l'humain, c'est des fois revenir à l'essence de l'humain, un être biologique, comment ça se passe et autres. Et puis sur des dimensions psychologiques, sur des dimensions émotionnelles. Et donc c'est vrai que c'est pas pris en considération dans ce sens-là. En tout cas au niveau RH, on s'y intéresse souvent pas énormément. Ou alors les RH, quand ils s'y intéressent vraiment, au bout d'un moment, ils basculent dans le développement personnel. Et pour répondre à la lettre de motivation, en fait, une lettre de motivation, elle a tout son sens quand on bascule justement sur ce registre émotionnel. Parce que quand on est recruteur et que candidature après candidature, alors moi je dis il y a à peu près 3 niveaux de lettre de motivation. Il y a celle où en fait on reçoit la lettre, on la regarde et on se dit finalement il a changé la date, il a changé le nom de l'entreprise, mais il envoie la même à tout le monde. Donc là on se dit bon, pas très motivé, parce que je parlais de subordination, on reste quand même aussi dans un jeu de posture, c'est-à-dire que quand je suis RH dans une entreprise, je suis RH de l'entreprise et toi tu es candidat. Donc c'est moi qui te sélectionne. Et on n'est pas tout à fait dans un système équilibré. Donc si tu fais pas l'effort de mettre un peu d'énergie dans ta lettre de motivation, c'est que tu mérites peut-être pas de venir vers moi. Je caricature, mais c'est un peu ce qui se passe dans l'esprit. Deuxième niveau de lettre de motivation, il y a eu un peu plus de travail. Alors le deuxième niveau de lettre de motivation, c'est un peu comme si tu arrives dans une boîte de nuit, puis tu vois une fille, tu t'approches d'elle et tu lui dis bon, donc tu mesures 1m74, tu es brune, tu as des yeux verts, tout ça machin. C'est un peu ce qu'on voit dans la lettre de motivation. Bonjour, vous êtes leader sur votre marché, vous avez un chiffre d'affaires, vous faites un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros et tout ça. Là, moi, l'intérêt que j'y vois en tant que RH, c'est que ça réactualise les données de sa boîte, quoi. Si on a un business partner,
Au moins, on se dit, le candidat, il nous remémore des données qu'on n'a pas toujours en tête. Et puis après, il y a le troisième niveau de motivation où vraiment, en fait, et là on sort du triptyque vous, je, nous, tout ça machin, et on revient à une notion d'empathie, celle que j'évoquais avant avec l'expérience candidat ou l'expérience recruteur. C'est finalement, j'ai compris qui tu es en tant que candidat, j'ai compris ta boîte, j'ai compris globalement qu'est-ce qu'on attend du poste, et au travers de ce que j'ai déjà réalisé, eh ben, je vais te faire comprendre que je suis la bonne personne. Et là, on parle sur un registre, ce qu'on appellerait le non-verbal, ou ce qui est dit entre les mots dans les relations humaines. Donc la lettre de motivation, elle sert vraiment quand elle est travaillée, et qu'elle fait ça, et c'est là qu'elle va faire, on va dire, dans le tri des CV, le distinguo entre tu passes dans la liste de ceux qui auront une réponse négative, et ceux pour qui on a envie d'aller plus loin.